Bonjour, bonsoir, chers viewers et toute personne entre les deux, et bienvenue dans cette critique de l'épisode Empire of Death, l'Empire de la Mort de Doctor Who, et je suis toujours accompagné de Mirkala. Salut, comment vas-tu? Bonjour, et ben écoute, ça va et toi? Eh ben écoute, ça va plutôt pas mal. Comme j'essaie de trouver une comparaison liée à Doctor Who, mais là j'ai pas. Je l'ai pas non plus. Je vais comme le Docteur face à Satan dans The Satan's Pit. Chaudement. Ah, je suis trop fort. Donc, dernier épisode de la saison, plus de Doctor Who jusqu'au 25 décembre. Ça va être Et long. une clôture de saison. Il y a des choses à dire. Et ouais. Alors, critique de base qui, je pense, reviendra beaucoup quand on va en parler, c'est que l'épisode ne se suffit pas en lui-même. Et c'était aussi la critique qu'on pouvait faire de l'épisode d'avant. Épisode qui commence sur justement qu'on en parlait du fait qu'il se suffisait pas en lui-même, mais qui commence justement sur quasiment tout de suite à la fin de l'épisode d'avant. En fait. Il y a zéro ellipse se fait. Il y a une ellipse plus tard dans l'épisode, mais ouais, quelques minutes plus tard. D'ailleurs, j'aurais trouvé pertinent que l'épisode d'avant soit un peu plus court, un peu plus condensé, pour arriver jusqu'au moment de l'ellipse. Surtout que il y a 3-4 minutes à tout casser où on voit en fait les effets, on va dire, de l'arrivée de Sous-Tech sur Terre, du moins en Grande-Bretagne au début. Mais vraiment, effectivement, 5 petites minutes qui sont juste là. Alors pour faire une comparaison, un peu pour faire à la Thanos, c'est un peu le qu'on appelle ça, le clap. Ouais. Mais ensuite une ellipse justement où on reprend un peu plus avec le Docteur, parce que le Docteur, Ruby et Mel. Je me souviens jamais du nom. Mel, merci. Compagne du 7ème Docteur, si je ne m'abuse, Mel. J'avoue que je ne suis pas à jour sur mes classiques. Moi non plus. C'était peut-être du 6ème, j'ai un doute. Il y a des nerds de Doctor Who qui peuvent me mettre en com. Voilà. Allez-y, faites des interactions s'il vous plaît, les vidéos en ont besoin. Ah, le référencement. C'est ça. Oui, donc épisode mal rythmé sur son début. Enfin, trop rythmé avant d'avoir un long moment beaucoup plus posé et très contemplatif quand on voit... D'ailleurs, t'as fait la comparaison avec le clap de Thanos, mais pour moi, c'était... J'y ai pensé aussi en voyant l'épisode, et ça m'a aussi fait penser à Flux. Je me suis dit, mais putain, c'est le parfait... La vulgarité. Mais punaise, c'est le parfait mélange entre le clap de Thanos et le flux. Oui. Oui, et d'ailleurs, tu en as parlé du fait que c'était un moment un peu plus contemplatif, mais moi je trouve, d'ailleurs, c'est peut-être un point que je trouve très bon dans l'épisode, c'est justement cette petite scène un peu plus contemplative entre le Docteur et une dame dont je sais même pas sûr qu'on lui donne le nom, je crois qu'elle-même ne sait plus son nom. Elle ne sait plus son nom, elle ne sait plus rien, elle ne sait même plus si elle a un mari. C'était touchant, peut-être un peu trop long, mais en vrai ça avait son sens. En fait, le fait que ce soit long, ça aurait pu être bien si on n'aurait pas eu le début. C'est pas tant que ça soit long, c'est que ça dénote en fait avec le début un peu en trombe, et même après par la suite où c'est vrai que les choses se succèdent un petit peu, pas de manière décousue non plus, c'est pas la question, mais un peu, en fait tout l'épisode a tendance à quand même être effectivement assez rythmé, sauf cette scène. Et du coup, c'est un petit peu étrange. Après, la scène est très bien. Je trouve que, justement, on parlait de Thanos, mais je trouve que pour le coup, elle met un peu plus en évidence, tu sais, le drame, mais tu sais, à échelle humaine. Oui. Là où c'est vrai que quand on monte Thanos, ou même qu'on montre au tout début, c'est plutôt genre la menace sur l'entièreté de la planète. Ok, on s'attarde un petit peu sur certaines figures qui disparaissent avec ce clap.
mais en soi, on n'en voit pas trop les effets en tant que tel, tu vois. On se dit, bon, bah, c'est un peu comme éteindre la lumière, genre, t'existes plus. Et là, voir en fait que, bah non, les gens, ils disparaissent petit à petit. D'ailleurs, il y a une précision qui m'a bien marqué dans cette scène, c'est le fait que, de manière un peu perverse, un peu sadique, les enfants partaient avant leurs parents. Oui. Oui. Non, vraiment, il n'y a pas à dire ce que ça raconte et comment ça le raconte. C'est bien. C'est juste que l'épisode démarre pas au meilleur endroit pour démarrer un épisode. Oui, et puis après, il y a toujours un peu ce schéma-là, on en parlait de la bibliothèque des ombres la fois dernière, mais où t'as un premier épisode qui pose lentement les bases, où il se passe pas forcément énormément de choses, et souvent le deuxième épisode est plus justement dans le côté envolé héroïque, où tout se passe vite, où les choses se succèdent. Là, le problème, c'est justement d'avoir coupé en fait un épisode où bah, globalement, on est un peu plus dans cette optique-là des choses qui se succèdent petit à petit vers l'évolution de la fin. En fait, c'est une des deux scènes, parce que j'allais oublier la deuxième, mais on en parlera beaucoup plus tard, qui prend un peu plus le temps. Oui. Non, mais ouais, non, concrètement, je reste sur mon avis. Il aurait fallu montrer le début de l'apocalypse à la fin de l'épisode d'avant pour reprendre sur l'apocalypse dans l'épisode actuel. Et on aurait eu un vrai cliffhanger hyper solide en mode bah, il n'y a plus d'univers, ça va être quoi le prochain épisode? Du coup, je trouve que l'épisode commence mal. Bah, en fait, pour reprendre les épisodes en deux parties qui font un peu ça, alors par contre, je me souviens plus du nom. Mais tu sais, l'épisode avec le maître qui devient Premier ministre. Oui, je vois. En fait, on s'arrête un petit peu sur un événement marquant. Et là, c'est vrai que sur la sidération du docteur face à l'univers qui est mort, tout simplement, aurait été bien plus pertinent en fait que de s'être simplement arrêté sur Grougourou, je suis un Wawa. D'ailleurs, le Wawa, on va y revenir. Hein, oui. C'est bon, Sutek est mon méchant préféré maintenant grâce à ça. Ouais, j'avoue que... C'est bien sûr un peu ironique de ma part. Je les ai pas mis sur mon OBS, du coup je pourrais pas les montrer, mais au montage ça aurait été au montage en direct ça aurait été intéressant que je mette les deux mêmes sur Sutek, parce que du coup Sutek est devenu un générateur de mèmes à lui tout seul. Ouais, et une belle parodie d'un épisode de Scooby-Doo un peu. Visiblement. Non mais donc pour reprendre, au-delà de ça, j'ai aimé la détresse du docteur. D'ailleurs, le TARDIS mémoire, il vient pas de la mémoire de Ruby, parce que j'ai vu des gens qui n'ont pas compris ce point-là, mais il vient de la mémoire de lui-même en fait. Le TARDIS a sa propre mémoire. Oui. Le TARDIS mémoire que l'on voit est en fait le TARDIS de la série, entre guillemets, série fiction-réalité, série fiction-docu, pardon, qui est Tales of the TARDIS, où un ancien docteur avec une ancienne compagne regarde un ancien épisode de Doctor Who. Et ça se passe dans ce TARDIS là. Et le TARDIS s'appelle le TARDIS Mémoire, justement, dans Tales of the TARDIS. Donc on retrouve ce TARDIS là d'une série spin-off qui n'est pas vraiment une série spin-off dans la série principale, dans le canon. Bah tu vois, moi j'avais pas l'info, et je trouve ça assez cool. Faut l'avoir. Si tu sais pas, tu vois, mais... Après, moi je trouvais sympa ce concept d'agglomérat, entre guillemets, de différentes versions du TARDIS. Donc, Est-ce que tu as pu jouer à Devine les références? Est-ce que tu ne t'es pas cassé la tête? J'avoue que j'ai pas forcément tout regardé en détail, mais c'est vrai que par-ci par-là, en fait, tu vois des éléments de différents autres docteurs, et c'est sympa à regarder, enfin c'est sympa à voir en fait. Après, comme je t'ai dit, j'ai pas pris plus le temps que ça non plus. D'ailleurs, maintenant qu'on en parle, c'est bon, je te confirme, parce que j'ai le souvenir en tête de Mel qui interagit avec la veste du du sixième docteur. C'est laborieux. Et non pas avec le 7ème, je savais plus de quelle compagnie était, mais effectivement c'est bien le 6ème, celui qui a la veste rouge bariolée.
Bah, je l'avais vu, le passage avec la veste, par contre, n'ayant pas vu les classiques, du moins pas ceux-là, je ne savais pas si c'était pas son ancienne veste, même si j'avais souvenir qu'elle ressemble à autre chose. Parce que je crois qu'elle portait une veste en cuir ou un truc comme ça. Et ou si c'était celle de quelqu'un qui était soit un accompagnateur, soit du docteur. Mais maintenant que tu le dis, oui, je vois à peu près du coup, quelle veste il s'agit. Voilà, veste du 6ème docteur. Très bariolé. Faudrait que je regarde ces épisodes-là. Ça prend du temps, on va dire. Ouais. Prendre du temps, un peu 60 comme. 60 ans rattrapé, hein. Waouh, c'est long. J'ai trouvé un truc sur le fait de prendre son temps et l'épisode qui prend son temps, mais l'épisode ne prend pas tant son temps que ça. Ah, c'est peut-être même un des soucis que moi j'ai avec cet épisode, mais. Donc... Parce que. Tu vois, justement, après cette scène-là, moi ce que je trouve intéressant, c'est que derrière, on est un peu sur un enchaînement de lieux et de situations, en fait, pour arriver assez vite à un final, en soi. Et je trouve que par moment, l'épisode, il gagnerait à prendre un peu plus son temps. Et ceci est dû à une chose très simple, c'est que 15 minutes à la fin de l'épisode sont consacrées à quelque chose... d'un peu plus humain, qui sort un petit peu du reste de l'épisode, si on doit être honnête. Qui fait plus fin d'arc que fin d'épisode. Là, le truc, c'est que malheureusement les deux se télescopent, et que c'était difficile de faire se télescoper les deux ensemble. Et ça me confirme qu'une saison de 7 épisodes, même pas de... Oui, si, de 8 épisodes, pardon. 7 ou 8, enfin... 8 épisodes, c'est un petit peu court. Oui, il fallait repartir sur des formats un peu plus longs, ce qui n'est pas le cas. Donc, Après, ça nous permettra d'avoir du Doctor Who tous les ans, donc on va pas trop se plaindre. Après, si ça suit, il y a ça aussi. Il faut que derrière, au niveau de la qualité et compagnie, ça suive. Après là bon, on n'a pas fini l'épisode en soi, mais de parler de l'épisode en soi, mais bon, cette première saison, elle est quand même encourageante, même si elle a quand même des hauts et des bas, quoi. C'est une saison que j'apprécierais re-regarder. Contrairement à la deuxième partie de saison 8 et à la saison 9 que je n'apprécie pas revoir. Et ça m'est arrivé pourtant de remettre des yeux dessus, hein, mais laborieux. Force est d'admettre que cette saison, si je tombe dessus par hasard, je vais, même volontairement, si je me refais un revisionnage, je serais ravi de me la réenfiler du début. Pareil. Après, je pense pas que ça serait une saison qui marquera plus que ça. Elle a pas le charme d'une saison 4, elle est différente. Après, c'est aussi cette volonté de soft reboot, hein, mais... Effectivement. Mais on s'écarte du sujet. Ouais, ça reste dans la critique de la saison, l'épisode conclut la saison, donc ça fait sens en vrai. Ouais. Résolution de problèmes avec Sutekh, un peu particulier, puisque Sutekh en veut particulièrement à Ruby, puisqu'il se pose la question de, comme tout le monde, qui est la chère maman de Ruby. Et c'est grâce à ça que le docteur et Ruby vont piéger Sutekh, grâce à l'astuce la plus... j'ai pas de mots. Ils vont enfiler une laisse à Sutekh. Voilà, tout simplement. En soi, il faut aussi appuyer le fait qu'au début, Sutekh essaye aussi de piéger le docteur via l'intermédiaire de Mel. C'est pas extraordinaire dans l'idée, mais ça va peut-être un peu trop vite en fait, parce que t'as quand même une scène quelques secondes avant où c'est en mode je suis en train de prendre le contrôle sur toi, et la scène d'après qui se passe chronologiquement une journée après grand maximum, il a le parfait contrôle, et l'explication je l'ai trouvée priceless. Parce que l'explication dans tout le monde il y a des cellules mortes, du coup je peux contrôler les gens, je me suis dit alors pourquoi tu contrôles pas Ruby? Ah non mais... Sutekh
Sutek fait beaucoup d'efforts pour relancer le marché du travail dans le monde, mais alors quand il s'agit d'avoir une vraie réflexion poussée, il est plus là, Sutek, hein, c'est... Ouais, en fait, c'est un peu ça, c'est que l'épisode est très bien en tant que divertissement, mais une fois que tu sors ta tête dedans et que tu réfléchis, tu es en mode ah, ça n'a aucun sens. Il n'y a pas grand chose qui font réellement sens. Hein. Comme cette fameuse d'ailleurs scène de fin qui, voilà. La révélation. Mais même la résolution. Sutek répand la mort autour de lui, donc le docteur lui met sa petite laisse. J'en peux plus, ça me tue à chaque fois. Et il le balade, du coup il le promène, hein, c'est comme tout bon maître avec son chien. Il le promène dans le vortex temporel. Et Sutek répand la mort sur la mort. Donc ça donne la vie. Oui, alors ça aussi, hein, je veux bien qu'en maths... en maths ça marche, hein, mais je suis pas sûr que ça marche en biologie. Ne refaites pas ça chez vous, mais si jamais un de vos proches décède, n'hésitez pas à essayer de donner un bon gros coup de bâton sur le cadavre des fois que ça le relève. Ne sait-on jamais. Hein. Si la mort efface la mort, donc un cadavre tué égale un genre vivant. Moi je dis il faudrait contacter par exemple la fondation Pasteur là pour leur expliquer que voilà, il y a une solution toute simple pour résoudre beaucoup de maladies, vous mettez une autre maladie au-dessus. Ça marche dans certains cas, hein, mais je suis pas sûr que ça marche dans celui-là. C'est particulier comme résolution, on dira. Ouais. C'est un peu ça en fait, c'est un super moment de hype et tout, la musique est cool, les effets visuels, parce qu'on en a pas parlé, même si on en a parlé dans plusieurs épisodes, sont très cool aussi. Les effets spéciaux sont cool, y a rien à dire. Après, voilà, c'est ça en fait, c'est que tout ce qui est de l'ordre de la forme est incroyable. Là, le problème, c'est le fond de l'épisode qui... Déjà, en plus, le fait que tout aille trop vite, et ça, t'en as parlé avec le quart d'heure de fin qui est un peu plus, on va dire, calme et voilà, et qui n'a d'ailleurs presque rien à voir avec l'intrigue de l'épisode. Ah non, ça aurait pu être un mini-zode à lui tout seul, presque. C'est ça. Ou c'est un épisode de transition ou une série à part, comme ils avaient fait une série sur Amy et Rory en dehors de leur voyage. Je me souviens plus du nom par contre. Ça me parle pas du tout ça. Il y a eu une petite série, mais c'est vraiment, je sais même plus si c'est pas une web série, mais globalement en soi avec en fait des petits passages de la vie de Rory et Amy quand ils attendent le docteur à la période où ils sont déjà mariés et tout. Vers la fin en fait, plutôt vers la fin de la partie Rory, Amy, Smith. Après, pas grand monde l'a vu. C'est un peu comme le Class. Allez voir Class. Si vous aimez Capaldi, allez voir Class. Je n'ai pas vu Class et je regrette très fort de ne pas avoir vu Class. Bah vas-y, je crois qu'il est dispo sur Amazon Prime en plus. Je suis pas sûr, mais c'est possible. Ceci étant, pour le coup, oui, en vrai, on aurait pu faire un petit truc à part pour vraiment genre faire cette conclusion. On serait peut-être même été plus comment dire adapté, parce que là c'est vrai que du coup ça précipite beaucoup de choses par rapport à Sutek qui est un peu expédié en 5 minutes en vrai. En vrai, il aurait fallu un 9e petit épisode avec une menace un peu ridicule, un peu osef, un peu comme les bébés dans l'espace, les bébés de l'espace où la menace est pas trop folle. Il aurait fallu un épisode un peu chill avec une petite menace sur Terre pour que Ruby et le docteur restent à Londres et fassent en même temps leur petite recherche sur qui est la maman de Ruby. Et de là, on enchaîne la fin un peu plus smooth, quoi. Je suis d'accord avec toi, et même, tu vois, il y a un truc tout simple à faire en vrai. Tu prends, alors, vous aurez des spoils à un moment ou un autre, donc voilà, mais tu prends, du coup, la personne qui s'avère être la mère de Ruby, et tu crées une menace autour d'elle, même si c'est pas une forte menace, et au courant de l'épisode, en fait, Ruby et le docteur se rendent compte que bah, c'est la mère de Ruby. Ça aurait pu du coup constituer en fait cette petite menace qui au final est un peu dérisoire et emmener directement sur la mère de Ruby sans vraiment avoir besoin de faire des recherches ou quoi. En fait, ça va même avec le côté du Ruby a changé sa vie par le hasard de tomber sur le docteur, parce que en soi c'est du pur hasard.
C'est d'ailleurs propos hein, dans l'église de Ruby Road, c'est ça. Les hasards créent la puissance. C'est ça, et du coup, ça aurait été cool en fait que justement ça soit vraiment par un pur hasard qu'elle tombe sur sa mère, parce que du coup ça aurait fait une boucle bien remplie quoi. Effectivement. Du coup, est-ce qu'on passerait pas directement sur la critique des 15 dernières minutes de l'épisode? Je pense que de toute façon c'est là où on aura le plus à dire, parce qu'en soi le reste est un peu trop rushé pour qu'il y ait vraiment grand chose à en dire. C'est un épisode qui va fort dans les émotions, mais effectivement c'est pas l'épisode où il y a le plus de choses à dire, étant donné que c'est du pur divertissement. Donc, Ruby, grâce à une invention de notre Jordan Bardella, Dr. Whoesque, dont j'oublie toujours le nom. Son fichage, c'était pas Jack. Alors c'est Jack le Fou, son surnom, mais Jack son prénom c'est Robert. Je crois que c'est Robert. Ah, j'ai oublié. Je crois que c'est un nom Pays de Galles ou irlandais en plus. Oui, c'est un truc très Roger App William. Alors William en plus du coup c'est bien bien britannique, bon bah du coup je vénéra. Ouais mais il y a App devant qui fait gallois. Ouais voilà, voilà la bonne excuse, merci. Merci le préfixe. Mais pour le coup, oui pour le coup bah c'est grâce à son fichage, son fichage ADN je crois même. Oui, fichage ADN de toute la population mondiale. Dans le futur, ils ont tout à fait la technologie en fait pour retrouver du coup de manière drastique qui est sa mère. D'ailleurs, mère de Ruby qui s'avère être une personne tout à fait normale mais qui est infirmière. Je divague un peu sur le fait qu'elle est infirmière et qu'en X années de carrière, elle n'a pas fait une seule putain de prise de sang. Ouais. Oui, là-dessus je suis d'accord. Parce que au moment où Ruby... Non, vraiment, ce que je dis, c'est factuel. Hein. Dans l'église de Ruby Rose, il est dit que si la mère de Ruby aurait fait ne serait-ce qu'une prise de sang, il pourrait la retrouver, qu'elle serait forcément fichée. Mais ça veut dire que ça fait 20 ans. Or, elle ne l'est pas. Et je crains qu'on ait perdu Myrkala. Non, bah non. À part si il y a un problème au niveau de l'audio. Allô, y a-t-il quelqu'un? Tu m'entends plus? Je meuble en attendant de voir si c'est moi le problème. Toc. Est-ce que c'est moi qui ai plus de son? C'est possible. Ah, c'est moi qui ai plus de son, ok. Ah. Mon son est revenu. Myrkala, est-ce que je t'entends? Ok. Les aléas du direct, hein, vous voyez comment ça se passe. Alors, si vous me voyez taper ici, c'est parce que mon chat est là, en train de dormir. Et là, c'est la place de mon clavier. Voyez, on est sur une vidéo de type podcast, mais en même temps, j'annule, pas du tout, j'anime, tel un live Twitch. Décidément, on est pluridisciplinaire. D'ailleurs, je parle de Twitch, n'hésitez pas à rejoindre le Twitch qui est indiqué juste en dessous. Ah, là ça marche. Voilà, c'était peut-être de mon côté du coup. C'était peut-être du mien parce que mon chat avait le câble pris sans sa patte et je n'avais pas vu.
Ah, bah, du coup, c'est l'un ou l'autre, on sera jamais. Voilà. Donc, on parlait des prises de sang de. Oui, les prises de sang de maman infirmière dans l'église de Ruby Road, il nous a dit que si elle n'a fait ne serait-ce qu'une seule prise de sang, elle serait forcément fichée et donc retrouvable. Et donc en 20 ans, parce que c'est dit à un moment exact que, en gros, elle avait genre 16 ans et que maintenant elle en a genre 35. Il y a vraiment genre la quantité de temps qui a été donnée dans l'épisode, Oui, et mais c'est Ruby s'est vraiment un dit truc qu'elle a genre 20 ans. 20-25 ans, tu vois. Ruby à 20 ans, c'est un fait qui a déjà été dit dans la série, donc Ouais. En 20 ans, une infirmière n'a pas fait une seule prise de sang. Je trouve ça un peu étonnant. Bah, même avant, parce que quand tu prends en compte quand même qu'elle a 15 ans et que au moment de son accouchement, ça veut quand même dire que du coup, elle a jamais fait, je sais pas, moi, des examens de santé avant d'avoir 18 ans. Ses parents l'ont jamais obligé à avoir des examens de santé. Enfin, après, c'est un peu expliqué parce qu'on parle un petit peu des grands-parents, entre guillemets, de Ruby, en te faisant comprendre que, ouais, C'était des gens étonnants. Faut rester très Stéphanie, correct. avec des problèmes particuliers. Ne battez pas vos enfants, c'est mal. Voilà. Oui, et puis ça, la maman de Ruby, de ce que j'ai cru comprendre, elle avait pas. Elle avait d'autres problèmes aussi, et des emplois qu'on déconseille à toutes les jeunes femmes. Et oui. Je sais pas comment faire de la prévention là-dessus. Non, bah vraiment, si vous êtes obligé de faire ce genre de travail, personne n'a à vous stigmatiser. Cela dit, si vous pouvez éviter pour vous, pour votre santé, pour les risques que vous encourez, notamment à cause des violences que vous pouvez subir dans ce genre de travail, ça reste des milieux dont il est mieux de se tenir à l'écart. Après, la précarité laisse rarement le choix aux personnes qui en arrivent là, mais voilà. Malheureusement. C'est un autre débat, malheureusement. Oui, là on va divaguer sévère. YouTube, ils vont taper dessus. YouTube, ils doivent en avoir marre de moi. Donc, on a enfin son identité parce que 40 ans dans le futur, notre cher Jordan Bardella a rendu obligatoire le recensement ADN. Donc, le docteur et Ruby vont 40 ans dans le futur, récupèrent les analyses de Monsieur Bardella, reviennent dans le présent, font la recherche dans le présent pour découvrir donc que la mère de Ruby est une personne tout à fait lambda. Oui. Ce qui est très étonnant étant donné les pouvoirs qu'a Ruby. Bah, c'est quelque chose qui, du coup, reste un peu inexpliqué en fait à l'heure actuelle. Alors, l'explication donnée dans l'épisode, c'est que la croyance autour de Ruby, le fait qu'on croit, le fait que le docteur croit qu'il y a quelque chose de spécial avec Ruby, le fait que Ruby croit qu'il y a quelque chose de spécial avec elle, ça a créé une genre de légende autour de Ruby, ce qui fait revenir au nom de l'épisode précédent, la légende de Ruby Sunday. Et c'est cette légende qui a créé les pouvoirs qu'elle a. Bah, dans l'idée, on est un petit peu, alors pour ceux qui jouent un petit peu aux jeux vidéo, ça fait un peu penser au concept un peu de primordiaux dans les récents Final Fantasy. À force de croire en une entité, on finit par la matérialiser. Alors, j'avais pas pensé à ça, et tu as tout à fait raison. Moi, je pensais plutôt à, du coup, pour rester du côté de la Grande-Bretagne, aux chroniques du Disque Monde de Terry Pratchett, où chaque croyance devient une réalité. Ouais, ça peut, ouais, ça, dans ce sens-là, ouais, ça marche aussi. Du coup, on va dire que c'est un mélange des deux, et je pense qu'ils ne se sont inspirés concrètement d'aucun des deux. Non, je pense que c'est aucun des deux. Après, la liste est longue, hein. Persona 2 aussi qui fait ça. Mais avec le concept de plus... dès qu'une rumeur existe, elle devient réalité, donc voilà, mais je pense qu'il n'y a aucune de ces inspirations... Non, je ne pense pas, non. Bah, autant Terry Pratchett, je veux bien croire que c'est possible parce que c'était une resta en Angleterre. Ouais, là où je pense que bon, pour le reste, on est quand même plus sur, malheureusement, encore des choses assez niches, hein, quand même.
malheureusement. Jouer à Final Fantasy et notamment à Final Fantasy XIV, c'est un chef-d'œuvre du jeu vidéo et Persona 2 est très cool aussi, même si il est relativement imbitable. Et si vous parlez pas anglais, il est juste injouable. C'est pas le genre de jeu que de toute façon tu peux vraiment omettre la partie histoire et dialogue, donc comme c'est des RPG où ça parle beaucoup, oui. Tu ne peux pas avancer dans le gameplay du jeu si tu ne comprends pas les dialogues avec les mobs de base, donc et étant donné qu'ils ont un anglais très pointu et très sophistiqué, c'est un peu... Bref, Doctor Who donc. Je veux une référence à Persona dans Doctor Who, juste pour le fun. Ah, je réfléchis s'il y a un truc qui pourrait être lié, mais non, je pense pas. Non, mais juste voir le docteur, un futur docteur un peu nerd, un peu geek. Ça le terme est péjoratif, mais parce que Matt Smith qui joue à la Wii, c'est rigolo, mais la Wii, ça reste le truc le plus, comment dire, mainstream, sans vouloir l'utiliser de manière péjorative. Par rapport aux jeux vidéo, même les grands-parents, certains ont joué à la Wii. C'est une console qui est très présente dans les maisons de retraite, qui aide énormément à la motricité de nos anciens. Notamment nos anciens qui sont une thématique centrale de cette saison, et oui, notamment avec Wii Sport et Wii Sport Resort. Mais ouais, donc Ruby donc a enfin l'identité de sa maman et décide d'aller la retrouver. Donc avec le docteur, elle l'observe et Ruby fait quelque chose qui moi m'a particulièrement un peu dérangé. Ah, le passage. Elle se rend dans... C'est un genre de Starbucks, donc comme dans toutes les chaînes de café dans ce genre, on vous appelle par votre prénom au moment de vous donner votre café. Et vraiment, faites pas ça à Starbucks, vous êtes chiant à faire ça. Désolé, je voulais placer ça. Oh. Donc, le Ruby s'assoit près de sa maman et la regarde avec énormément d'insistance quand le serveur appelle Ruby! Madame Ruby, vous êtes ici? Et là, la maman regarde Ruby en mode qu'est-ce que c'est? Et Ruby qui lui dit j'ai été abandonnée sur Ruby Road et ma maman a voulu que je m'appelle Ruby. C'est ultra intrusif. C'est intrusif, et puis bon après voilà, c'est parce qu'il fallait une happy end dans l'idée, mais ça aurait pu aussi très mal se passer, ça aurait pu être vécu comme une incursion en fait dans sa vie privée. Tout le monde n'abandonne malheureusement pas ses enfants pour de bonnes raisons, et parfois même quand c'est pour de bonnes raisons, on n'a peut-être pas forcément envie d'avoir ce coup dans le rétro, donc ça aurait pu mal se finir. Bon, c'est une série, heureusement, cette situation, mais voilà. Mais c'est vrai que même si la scène est émouvante, certes, elle fait un peu forcée, tu vois, tire l'œil, tu vois. Dans le pire des cas, si vous êtes confronté à une situation similaire, écrivez une lettre, laissez vos coordonnées, mettez la lettre devant la personne et partez. Juste, c'est tout. La personne va probablement lire la lettre qu'on lui donne. Hein. Toute personne qui a un papier qu'on lui donne aura le réflexe de jeter un œil dessus. Et là, la personne vous contactera si elle en a envie ou pas si elle en a pas envie. Après, difficile aussi, je peux comprendre du point de vue de Ruby, parce que d'une certaine façon, il y a toujours l'attente de pouvoir renouer ce lien-là. Après, c'est vrai que, ouais, dans le fond, c'était pas la bonne méthode. C'était pas ouf. Mais, fort heureusement, ça se passe bien, comme on l'a dit. Oui. Les deux se prennent dans les bras, dans les larmes, dans tout ce que vous voulez, pendant que le docteur épie ça derrière la porte. Oui, là, le docteur il devient très passif. Bah, il est très passif tout la fin de l'épisode, parce qu'en soi, c'est pas son rôle d'être présent. Donc, c'est là-dessus que Ruby décide donc de quitter le docteur, ou le docteur décide de quitter Ruby plutôt, c'est dans ce sens-là que ça se fait. C'est un peu un commun accord en vrai. Effectivement. Mais en fait, c'est assez particulier parce qu'on sent que Ruby aimerait poursuivre avec le docteur, mais veut sa stabilité avec ses parents retrouvés. Et d'un autre côté, tu sens qu'elle veut poursuivre sa vie avec le docteur. Bah, sa vie. Ses aventures avec le docteur. Il y a...
elle apprécie le docteur et pour elle c'est vraiment quelqu'un d'important. Donc oui, il y a ce côté-là où tu sens qu'elle a pas envie de l'abandonner. Moi je l'ai plus vécu comme ça, plus comme j'ai pas envie de le laisser seul. Mais en même temps, ma vie elle m'attend ici quoi. Mais c'est bien, ça fait longtemps qu'on n'a pas une compagne qui est juste... Ah non, en vrai avec Chibnall, il y a eu le compagnon qu'il y a eu dans Flux qui était génial, et il y a eu... Graham et... Graham, son petit-fils, et Yaz, en fait, s'en sortent tous vivants, en fait. Wow. Ils s'en sortent tous vivants. Après, il y en a quand même 2 qui subissent un deuil lié à la présence du docteur quand même. Donc en soi, il y a quand même, entre guillemets, des victimes collatérales, si on peut appeler ça comme ça. Et effectivement. Mais je trouve que pour ces dernières années, on a des fins de compagnons qui sont plutôt smooth. Après, c'est intéressant aussi de voir que contrairement à beaucoup de compagnes, justement, Ruby a cette lucidité-là de pas être forcément dans la recherche pure et dure de... un peu, je vais dire de sensation, mais de pas vouloir lâcher l'affaire, tu vois. Ouais. Parce que c'est un peu ce qui a marqué Clara, par exemple. Même bon, voilà, si on sait notre avis sur Clara, mais Clara a un peu ce problème-là, il y a un moment où il fallait pas passer le flambeau, mais passer à autre chose, et que ça se fait pas parce que Clara est pas disposée en fait à passer à autre chose. Clara aurait été géniale sur une seule demi-saison. Sur la demi-saison 8, avec le nom du docteur et tout ça, ça aurait été génial. La saison 9... Après, il faut pas... elle a pas qu'une saison. Non, elle a fait une demi-saison 7, pardon. Elle a fait demi-saison 7, saison 8 et saison 9. Waouh. Mais même en fin de saison 8, ça serait légitime qu'elle parte avec ce qui se passe avec Danny Pink. Oui. Effectivement. J'ai eu un bug de cerveau, mais oui, pour moi, elle devait arrêter. En plus, le pire, c'est que t'as une scène qui va dans ce sens-là, où les deux, en soi, sont en mode, on va reprendre notre vie, puis on a tous trouvé notre truc, donc du coup, on a plus de raison d'être ensemble, bref. Mais ouais, mais il y a le Père Noël joué par Nick Frost qui recrée des liens. C'est pas à ce moment-là, je sais plus. Je sais qu'il y a le... Mais je sais plus si c'est pas l'épisode de... Ah bah si, si, t'as raison, si. C'est l'entre saison 8 et 9. Avec cette fameuse scène du en fait t'es morte, en fait t'es pas morte, en fait t'es morte, en fait t'es pas morte. Alors, avec Ruby, tu sais, avec les genres d'araignées de l'espace qui la plongent dans les rêves, mais si elle reste dans ses rêves, elle meurt. Alors, je t'avoue que j'ai vu l'épisode qu'une seule fois et que je n'ai jamais cherché à le revoir parce que je l'ai détesté. Je l'ai vu 2 fois, j'avoue que c'est un des épisodes que je déteste le plus parce qu'en fait c'est ça en fait qui m'agace un petit peu, c'est qu'avec Clara on me dit une première fois qu'elle part, puis une fois après on me dit en fait elle reste, puis après pendant tout l'épisode on joue avec le en fait elle part, en fait elle reste, en fait elle part, en fait elle reste. Et ça apporte rien en fait. Alors qu'on voulait tous qu'elle se casse. Pour être honnête, oui. Perso, oui. Je crois qu'on était beaucoup. Hein. Je sais qu'elle est très appréciée, mais elle est aussi soit très appréciée, soit controversée. détestée, de toute façon, Clara. Il n'y a pas trop d'entre-deux avec elle. Et donc, ouais. Là, on a un peu ce départ, en fait, entre guillemets, de commun accord, même si là, il n'y a pas d'histoire de mensonge ou autre, que là où on voyait quand même que c'était un peu plus pondéré en fait avec Clara et le docteur à l'époque, parce que les deux en fait ont besoin l'un de l'autre, mais ils se mentent pour se préserver et au final ils sont toxiques l'un envers l'autre au final. Chose qui est d'ailleurs rétablie avec l'épisode de Noël, mais là ce qui est bien c'est que voilà, c'est un départ effectivement qui est quand même doux amer parce qu'on est content pour Ruby, mais d'une certaine façon on attendait peut-être de l'avoir un peu plus. Mais ça se fait correctement, même si on sait maintenant déjà d'avance que voilà, Ruby n'est pas complètement disparue non plus, quoi. On va la revoir dans la prochaine saison. Du coup, elle n'aura qu'un rôle temporaire, qu'un rôle de... Elle ne sera pas là en tant que compagne, voilà. Je pense que voilà, je pense qu'on peut s'attendre par exemple au fait que, admettons, au cours des prochains épisodes, si on repasse du coup à Londres,
On est du coup des petits retours de Ruby où on peut suivre sa vie en fait maintenant qu'elle est qu'elle a Libre. retrouvé entre guillemets pas libre, mais libre on dirait qu'un peu qu'il l'a foutu en cage, tu sais. Mais plus, tu sais, du côté du maintenant qu'elle a trouvé en fait son équilibre en fait, où elle a plus vraiment besoin de tout ça pour se trouver elle-même. Elle est libre de son passé, si tu préfères. Ouais, mais j'avoue que de la façon où je libérer l'ai son dit, passé, ouais, je suis d'accord, ça je veux t'as dire. manqué de contexte. Là, parce que là, à tout moment, on imagine le docteur qui l'enferme dans sa cave, quoi. Donc, Alors, écoute, c'est ce qu'il a fait avec ses 2 premiers compagnons, le premier docteur. Littéralement. c'était une autre époque. Effectivement. Mais on n'est pas à l'abri d'un docteur qui recommence, hein. Moi, je suis pas contre un docteur qui Jamais séquestre les 203. gens dans son Tardis. Jamais 203. Du coup, on peut arriver à la scène finale. À la scène finale. C'est la J'allais l'appeler disparition Mandy du Flood, Tardis, en fait. Oh. Et t'oublies Madame Flood. Ah oui, c'est vrai. J'oublie ça. Madame Flood qui est augure de mauvais présages. Qui a l'air d'être lié d'ailleurs à l'épisode qui arrivera du coup en décembre. Si bon, la fin d'épisode est quand même assez explicite à ce sujet, donc l'hypothèse se fait facilement. Mais alors, détail, Madame Flood, elle porte quand la tempête arrive, elle porte un pull gris. Et quand la tempête arrive, se teint légèrement de bleu avec le petit col de chemise qui rappelle énormément le pull de Clara. Et dans la scène finale, elle porte la même, pas la veste, mais la capeline, entre guillemets, que Ramona, une compagne seigneur du temps que le 4e docteur a eu. Madame Flood est une référence, sur elle des références à d'anciennes compagnes du coup. Alors, déjà au moins tu me rassures sur une chose, parce que ça m'aurait quelque peu chagriné si au final on se rendait compte que c'était un retour de Clara, mais genre 200 ou 300 ans plus tard. Let's go. Non. Ça aurait été quelque chose qui m'aurait quelque peu chagriné. Clara est revenue à la vie, elle a refait sa vie avec un certain Monsieur Flood, d'où Madame Flood. C'est un peu bizarre comme justification. C'est peut-être un nom, je sais pas. Flood, c'est quand même pas mal lié aussi à certains termes utilisés sur internet, et tu comprends, comme le premier épisode où c'est vraiment elle avec le docteur, c'est lié quand même au fait qu'elle appelle quelqu'un pour régler son internet, tu vois. Ouais, non, mais... je tire ça vraiment pour la blague, mais non, effectivement, heureusement que c'est pas le retour de Clara. Après, comment dire, ça rend quand même la chose intrigante, parce qu'en soi, c'est sûrement pas pour rien, un peu comme le cas de Suzanne en fait. J'avais oublié, mais parmi les définitions possibles de Flood, ça peut vouloir dire, alors ça a en synonyme en anglais flux. Et donc, flux. Ouais, mais après, je vois difficilement comment tu lis ça, en fait, actuellement, tu vois. Bon, en vrai, j'en sais rien, j'essaie de trouver des trucs capillotractés. Parce qu'en vrai, en soi, à part si tu considères que le flux a pris, entre guillemets, forme humaine, je vois difficilement, en fait, le truc, c'est qu'on sait déjà, plus ou moins, parce que ça a déjà été dit, que le flux, c'est quelque chose qu'ils veulent garder un petit peu sous la main, mais de quelle manière l'amener alors qu'ils s'en sont un peu détournés avec cette saison. Mais je crois que le flux c'est fini, on n'en parlera plus, mais... en soi, ça avait quand même été dit qu'ils voulaient le garder, après oui. Ils le feront peut-être pas, mais après il y a plein de choses en fait dans cette saison quand tu réfléchis, où est-ce que ça mène, genre la fameuse ligne aux confins du temps, du temps et de l'espace, je m'attendais à ce qu'elle soit exploitée justement quand t'es posé la question un petit peu de quand est-ce que Soutech, voilà. Oui, Soutech. J'allais dire c'est posé sur le Tardis.
C'est posé sur le Tardis, mais en fait, ça n'a même rien à voir d'ailleurs. Le Sutekh est là depuis la fin de son épisode. Il y a 40 ans. Il y a 40 ans, à l'époque du 4ème Docteur, il est là, il était sur le Tardis, il se reposait. Il attendait tranquillement. Et récemment, il a gagné en puissance et du coup, il a pu. C'est un peu dit avec cette histoire de croyance autour de Rubik, d'une certaine façon, l'un a influencé l'autre, même si c'est un peu flou, mais. Et c'est même fluide. Pardon. Je te l'accorde. Oh, j'ai tué l'humour. Non, mais il y a beaucoup de trucs qui. Alors, on connaît l'adage en jeu de rôle, ta gueule c'est magique. Là, honnêtement, j'ai vraiment l'impression que c'est la saison du ta gueule c'est Doctor Who. Ouais. Et puis il y a beaucoup de choses qui sont. Beaucoup de pistes qui sont mises en avant, mais comme un mauvais MJ qui ferait plein de pistes pour qu'au final la moitié des sous-intrigues ne soient jamais résolues. Puisque tu prends le cas du jeu de rôle. Là, le problème, c'est qu'on a beaucoup de pistes qui en fait mènent nulle part. Russell T. Davies a découvert Donjons et Dragons, d'où la présence de Donjons et Dragons dans Rogue, et d'où le fait que cette saison ressemble énormément à une partie de jeu de rôle. D'ailleurs, encore une fois, on n'a pas parlé, mais ça c'est pareil, le cas de Rogue du coup est un peu en suspens parce qu'on l'a amené sans pour autant qu'il ait de finalité quelconque dans cette saison. Donc, est-ce qu'il reviendra? Parce que je rappelle, même si je crois que voilà, c'est plus ou moins quelque chose de défini, mais les docteurs depuis quelques temps font en général 3 saisons, 2 ou 3. On est sur 3. On est pour 3 pour la majorité, hein. À part le cas d'Eccleston et de... Voilà. Et un peu, on va dire, Whittaker qui a 2 saisons et un épisode de 2 heures, quoi. Ouais. Ça comme ça. Ouais, c'est vrai que Flux peut être considéré comme un très long épisode. C'est presque un film, un peu comme alors je sais plus le combienième, je crois que c'est le 8ème qui fait qu'un film au final, ou le 9ème. C'est le 8ème, c'est le 8ème. C'est un peu cette logique-là, du coup ça veut dire qu'en 2 saisons, il faudrait régler, du coup, est-ce que du coup Ruby sera juste là dans un rôle simplement, elle existe et puis c'est tout? Ou est-ce que certaines de ces sous-intrigues, notamment ses pouvoirs, ils vont être développés en mode en fait, si, il y a vraiment une logique ou ce genre de choses? Est-ce que le Rogue va être réexploité? Est-ce que ce qui a été dit avec David Tennant au final, avec cette histoire de ligne aux confins du temps, sera exploité aussi? Ça laisse quand même beaucoup de pistes qui vont pour l'instant nulle part. Même Flood aussi, même si là, ça laisse plus ou moins entendre que ça va être quelque chose qui va être exploité lors de l'épisode de Noël. Alors, pour Rogue, je ne doute pas une seule seconde qu'on le revoie dans la prochaine saison. Ça serait du gâchis, pour être honnête. Ça me surprendrait qu'on ne le revoie plus. Ce serait très décevant, étant donné qu'il a littéralement volé la saison à lui tout seul. Pour les pouvoirs de Ruby, je pense qu'on n'en aura pas plus. Je pense qu'elle n'a plus de pouvoir et que c'est réglé. C'était juste le mystère autour d'elle qui a créé les pouvoirs. Et Madame Flood, je sais pas. Je pense qu'elle va conserver encore 1 ou 2 saisons son rôle de narratrice un peu morbide. J'avoue que j'ai un peu peur qu'en définitive on arrive sur quelque chose comme et ben voilà, une nouvelle version du maître. Ah, je verrais plus la Rani en vrai. Une autre seigneur du temps qui a été émise avec le docteur. Parce que le maître ce serait trop simple. Bah et puis ça commence à faire beaucoup, hein, le maître. Ouais, ce serait chiant en vrai. Le maître, voilà. En plus, l'exploitation qui a été faite pour moi du maître sous Shimnei, elle n'était pas forcément très judicieuse, même si voilà, je critique pas forcément la performance de l'acteur, mais plutôt ce qui en a été fait. Et la transition qui a été faite entre Missy et le maître sous Shimnei, parce que le maître sous Shimnei. Pour le coup, j'ai vraiment adoré le maître Sushinol, dont je trouve la personnalité et cet aspect très drôle mais vindicatif en même temps assez intéressant. Après, le fait qu'il commence à cybermaniser les seigneurs du temps et qu'il s'est créé une armée de cybermen seigneurs du temps, c'est une idée de merde. Moi, le souci que j'y vois, c'est pas tant, encore une fois, dans la façon dont est présenté le maître, ou la façon dont il est joué, ou même
ou même la personnalité qu'ils lui ont donnée. En fait, pour moi, le gros souci, c'est comment dire, de passer de Missy qui est sur un arc de rédemption plus ou moins complet à la fin, à une transition directe sur ce maître-là, alors que, bah, en fait, t'as aucun élément entre les deux qui laisse entendre qu'il y a un retour en arrière complet sur l'évolution du maître, en fait. Alors, t'es censé comprendre en tant que spectateur. Je l'avais pas compris non plus si j'aurais pas eu la justification, je sais plus où, mais t'es censé comprendre en tant que spectateur, avec des grosses ficelles scénaristiques qui ne sont pas montrées. En fait, comme le docteur est parti en laissant Missy sur la planète où elle se fait tuer par John Sim, elle en veut au docteur et de fait devient vindicative. Alors, je comprends. Non mais c'est nul, hein, on est d'accord. Je comprends, mais j'avoue que pour moi, ça tient pas non plus, en fait. Oh non, ça marche pas, mais... Bon. Après, voilà, j'entends ce qu'ils ont voulu en faire, mais je trouve que c'est vraiment, genre, essentialiser le personnage de Missy ou même du maître de manière générale, en mode, bon, bah, t'as pas fait ce que je voulais, du coup, bah, je te refais la gueule, quoi. Sauf que c'est pas des adolescents non plus, enfin, même si des fois il y a un comportement qui va dans ce sens-là, mais... Et oui, c'est très étonnant comme caractérisation, on est d'accord. D'autant qu'elle-même, elle était en train d'en vouloir d'avoir abandonné le docteur, et techniquement le docteur ne sait même pas qu'elle l'a pas abandonné. Oui, oui. Donc en soi, Missy qui était quand même plus pondérée, alors j'entends bien, hein, le maître c'est pas non plus... C'est pas non plus un parangon de de réflexion, de bon sens et de et de réflexion logique parfois, mais ça reste quand même quelque chose de très grossier dans l'évolution. Oui, non, mais ça marche pas, soyons honnêtes, ça marche pas. Mais bon, c'est ce qu'on était censé se dire en tant que spectateur. Je suppose. C'est un peu laborieux. Non, mais ouais. Donc ouais, je n'ai pas envie que Madame Flood soit le maître. Ce serait extrêmement décevant. Ouais. Après, ce qui est malheureux aussi, c'est qu'il faut pas oublier que depuis... À part Eccleston, en fait, ils ont tous eu leur maître, en fait. Ah, quoique Smith, non, peut-être. Non, Matt Smith n'a pas eu de maître. Ouais, donc si, on peut espérer, du coup, que... Parce que je m'étais en train de me dire, à part Eccleston, mais du coup, techniquement, il a fait qu'une saison. Donc... Mais peut-être qu'on échappera, enfin, au maître. Et à ces 172 armées de Cybermen. Je touche du bois pour qu'on ait un docteur sans maître. J'aimerais quand même qu'on ait des Daleks dans la prochaine saison. Ça pourrait en vrai se faire et être cool. Après, comme on a clôturé un petit peu la partie Seigneur du Temps, est-ce que du coup cette volonté de repartir sur les Daleks serait pas contre-productive? Parce que du coup on repart dans le cliché du il faut reparler de la guerre du temps pour ceux qui l'ont pas vu. On a réussi à faire 40 ans de Doctor Who jusqu'au film, avec des Daleks à chaque saison, sans parler une seule fois de guerre entre Seigneur du Temps et Daleks. Ouais, parce que techniquement ça se passe avant, tu vois. Je pense qu'on peut réussir à le refaire. Faut essayer. Après, techniquement, on n'est pas censé parler de la guerre entre Seigneur du Temps et Daleks, vu que maintenant les Seigneurs du Temps sont rayés de la carte, mais... Ouais. Mais pour le contexte auprès du docteur, après on peut partir sur un docteur qui du coup est peut-être moins hanté en fait par cette fameuse guerre du temps. Ça pourrait être une option qui serait viable. Non, maintenant il est en U. En T, en U. Oh, je l'ai, mais je ne dirai rien. Désolé pour ceux qui vont regarder la vidéo et écouter ça. Non, en fait, je m'excuse absolument pas. Vous avez supporté mes blagues et c'est tout. Non, mais ouais. Faut évoluer dans la série. Mais d'un côté, avoir des rappels aux classiques, c'est pas mal. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Après, ça serait dommage de cacher toute l'ADN en fait de Doctor Who juste parce qu'on veut remettre à zéro, quoi. On s'est quand même fait une saison où il n'y a eu qu'un seul ennemi classique de fait. Donc Sutekh. Et Sutekh qui était très différent de sa version
de Et sa version puis classique. plutôt mineur en fait. En soi, c'est un ennemi classique. Oui, mais c'est pas un ennemi qu'on revoyait non plus tous les 3 épisodes. Enfin, on parle d'un ennemi qui a quand même résolu, qui a quand même œuvré pour réduire le chômage en Grande-Bretagne, et quand il a vu que son plan Ouais. marchait pas, a rayé carrément la Grande-Bretagne. Plus de Grande-Bretagne, plus de chômage, plus de terre, Oui, plus de bien chômage. sûr. Soutek est le héros de l'histoire. Bah voilà, hein. C'est un peu comme ceux qui disent que Thanos est le héros. C'est voilà, Soutek le héros. Ouais, bon, après... Est-ce que je dirais que c'est le héros de l'histoire? Non. Est-ce que je dirais que c'est un très bon ministre du Travail? Oui. Oh, il a fait ses preuves. Plein emploi, hein. Il y avait que lui sur Terre et quelques petits sbires, entre guillemets, et ces sbires-là, ils avaient du travail. Après, est-ce qu'ils étaient bien payés? Ça, on sait pas. Mais Je est-ce suis qu'ils même avaient pas sûr qu'ils étaient payés. Bah, ils en avaient pas franchement besoin finalement. Après, techniquement, ils sont plus de ce monde, donc en soi, est-ce qu'ils ont besoin d'argent pour le... Et puis, vu qu'il n'y a plus rien, est-ce qu'il y a vraiment besoin de pouvoir d'achat? Est-ce qu'il y a vraiment des impôts? Oh, finalement non. T'as plus besoin d'argent à ce moment-là. Plus besoin de salaire s'il n'y a plus de contraintes, en fait. C'est l'anarchie, mais dans le sens le plus pur qui soit. Bah, après, ça va dans ce sens-là, hein. Enfin, en plus, ce qui est marrant, c'est que quand tu réfléchis, tout le long, on te dit, oui, le silence, c'est la vraie chose. Ouais, le silence. Et si Soutek nous teasait le retour des silences? Ah. Après, je vois difficilement comment l'intégrer, mais en vrai, ça serait cool. Après, c'est pareil, les anges pleureurs, on les a pas vus depuis longtemps non plus. Ah, on les a vus dans Flux. On les a vus dans Flux. Après, ils ont une apparition quand même assez mineure, je trouve. Ils sont là C'est et pas ils te faux. montrent du doigt pendant 1 heure. Non mais les anges pleureurs en vrai ça marchait très bien dans leur premier épisode. Bah, Et- quand on en fait une créature horrifique plus qu'autre chose, ouais. Ça fonctionnait bien dans Les Anges prennent Manhattan. Mais après ça, Dans ça a Flux. souvent été laborieux. Après, le problème aussi des anges pleureurs, c'est que c'est difficile de les faire évoluer, on va dire, de manière à ce que ça soit pas n'importe quoi. Bah, à part faire une grosse surenchère, mais sachant qu'on a déjà eu la statue de la liberté est en réalité un ange, à moins d'aller dans une constante surenchère, c'est Et puis compliqué. la surenchère, on l'a eu avec les Daleks, on l'a eu avec les Cybermen, on l'a eu avec plein de choses. Ouais. Ah, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous cuisiner pour la saison 2, honnêtement. Mais j'ai bon espoir que ce soit bien. J'ai hâte de voir aussi. Est-ce qu'on a le titre de l'épisode de Noël? Toujours pas. Non, ni le résumé du coup sur Wikipédia. Bonne chose. Oui, d'ailleurs, j'avais dit que je me suis fait spoiler le final, mais du coup, Ouais. moyen. En fait, oui et non. Je me suis fait spoiler le fait que Susan Triad serait la méchante, mais je n'avais pas les tenants et les aboutissants. Bah t'avais le plot twist en fait de l'épisode du premier des épisodes en fait. Voilà, c'est ça. Bon, ça m'a quand même bien foutu les boules hein, de savoir que Susan Triad serait la méchante via Triad de technologie. Mais non, ça va, j'ai quand même été content que le spoil n'ait pas été... Aussi majeur que ça. Voilà. Eh bien, je pense qu'on peut en déduire qu'on en a terminé là. Je pense aussi. Globalement, as-tu aimé cet épisode? Encore une fois, je trouve un très bon divertissement. Par contre, ouais, en fait, je dirais que je l'ai apprécié, mais peut-être pas autant que j'aurais apprécié s'il y avait zéro attente pour un final. Tu vois. Je comprends ton point de vue. Pour ma part, je l'apprécie, mais que si je le prends dans l'ensemble de la saison, en tant qu'épisode tout seul, c'est un peu laborieux. Mais Ouais. comme il contribue à faire une bonne saison, allez, j'accepte. Après, peut-être petit point qu'on pourrait faire en soi, c'est aussi dire pour nous quel est peut-être le meilleur épisode de la saison, vu qu'on en arrive vraiment au bout. Oh, mais c'est très pertinent ça, dis donc.
Bah comme ça montre aussi ce qu'on attend en fait d'un épisode de Doctor Who et du coup ça pondère aussi un peu notre avis en soi. Ah, j'hésite très fort entre 2 épisodes. Est-ce que tu vois, toi tu as déjà un épisode en tête? J'en ai 2 aussi. Ah. Et si on disait 2? Allez, vas-y, on disait 2. Allez, 2. Bah évidemment 73 yards. Ouais, on est d'accord là-dessus. Et alors ça va être étonnant, mais en deuxième je placerai Rogue. Parce qu'il m'a refait vivre le Doctor Who de 2005. On est 2. Voilà. on est On sur a les les mêmes mêmes. en fait. Bon bah... Ouais. En même temps c'est logique, hein. Comme je l'ai dit, Rogue, le personnage en lui-même a volé la saison à lui tout seul. Et l'ambiance 2005, ça reste une ambiance qu'on a beaucoup aimé dans Doctor Who. Et 73 yards en tant qu'épisode à part entière, il est absolument dingue. Et puis après, pour revenir aussi sur 2005, beaucoup d'entre nous, c'est mon cas, ont commencé à connaître Doctor Who avec la série de 2005 plus qu'avec les classiques. Je pense que même beaucoup de gens qui nous écoutent ont commencé par là. Donc en soi, c'est aussi une petite bouffée de nostalgie, et une bonne bouffée de nostalgie. C'est pas prendre les grandes ficelles en mode regardez une référence, regardez ceci, et vous vous souvenez du 10e Docteur. Il y a C'est plus zéro dans référence dans l'ambiance, cet épisode-là. c'est plus dans l'ambiance, c'est plus dans la mise en scène. On revient en fait à quelque chose qu'on connaît un peu plus. Un peu ce que je trouvais de bien avec les enfants de l'espace, où je trouvais justement qu'on revenait un petit peu à ce type d'épisode là qu'on n'avait pas revu depuis Moffat en fait. Ouais, on a revu Russell T Davies faire du Russell T Davies alors étonnamment, il n'était pas impliqué dans Rogue. Ouais, mais des gens qui sont plus ou moins fans de son travail en soi, on peut dire. Donc, Exactement. Je tiens à rappeler au cas où que Rogue a été scénarisé par 2 femmes. Et comme on met pas souvent les femmes en valeur, surtout que cette saison n'a été scénarisée que par des hommes. presque, ouais, à part cet épisode-là. À part cet épisode-là, je tiens du coup à attirer à nouveau l'attention sur Kate Herron et Bryony Redman, qui ont fait un excellent taf. Et puis, si je peux aussi, moi, attirer la chose attirer l'attention sur une chose, c'est que je trouve ça vraiment cool, l'idée d'avoir voulu faire en soi, tu sais, un soft reboot pour en arriver justement à insuffler un nouveau souffle, à aussi changer certaines choses, et de voir en fait que, un peu comme Tennant a passé le flambeau à Gatwa, en tant que 2 docteurs là qui se passent le flambeau plus que qui s'échangent leur place. La birégénération, pardon. Ouais, parce que là pour le coup vraiment c'est plus vraiment un passage de flambeau que avant c'était vraiment genre j'ai pas le choix, je passe, enfin c'est le nouveau moi, tu vois, c'est tout. Oui. Je trouve que ce passage de flambeau il est cool parce qu'un épisode comme Rogue en fait le montre assez bien. Des gens qui sont fans de Doctor Who comme ils l'ont connu plus jeune, je suppose, maintenant proposent eux-mêmes leurs épisodes avec justement beaucoup de ce qui les a fait vibrer à l'époque. Et artistiquement, moi je trouve ça cool. Et là je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Juste Kate Herron, j'ai rien sur... t'es sur Wikipédia aussi, donc t'as la même chose que moi. On n'a rien sur Bryony Redman, mais par contre sur Kate Herron, on sait qu'elle a 36 ans. Donc elle est pile dans la génération Doctor Who-esque. Ouais, parce que ça lui donne combien en 2005 c'était il y a 19 ans, donc elle avait 16-17, comme beaucoup de gens qui ont connu d'ailleurs Doctor Who dans ces années-là de l'adolescence en fait. Et elle a un CV de dingue. Donc elle a bossé sur la série Loki et sur Sex Education. Ouais, du coup Gatwa, ouais. Donc... Il y a quand même une chance aussi, c'est de bien connaître les acteurs, et ça aide aussi pour la direction d'acteurs. Et ça montre aussi, du coup, quand tu prends en compte qu'elle a taffé sur Sex Education, c'est d'autant plus intéressant de voir aussi à quel point cette tension en fait dont on parlait, cette tension sexuelle constante entre les deux, c'est pas parce que c'est pas du boulot d'amateur quoi, enfin ça a déjà été travaillé en amont. Et c'est une femme qui s'est travaillée effectivement. Et bien j'espère énormément la revoir sur la série. Si Rogue doit revenir, j'espère que ce sera scénarisé par ces 2 demoiselles, ces 2 dames. Pareil.
Eh bien écoute, c'est sur ce que je vais te laisser. Bah écoute, faisons ainsi. Peut-être à la saison 2. Hein. Bah, j'y compte bien. En espérant qu'elle soit aussi qualitative que cette saison 1. Oui. Pour ceux qui regarderont la vidéo, écouteront le podcast, elle n'est toujours pas uploadée sur les plateformes de podcast. Je fais à moitié mon travail. Vous pouvez toujours me retrouver sur Twitch. N'hésitez pas à lâcher un pouce vers le haut et à commenter pour le référencement. Cette fois-ci, je pense aussi à faire mes call to action. C'est bien, au fur et à mesure des vidéos, j'ai à peu près amélioré ce que je devais faire. Oh, je suis un désastre. Expérience. Ouais. Allez, salut. Salut.